vous avez économisé 40% sur une veste le week-end dernier. Avant ça, vous avez attrapé 2 chemises sur un portant de déstockage parce qu'elles étaient passées de 60 € à 19,99 € chacune. Et puis en sortant, vous avez repéré une paire de chaussures en promotion, achetez-en une, la deuxième à moitié prix. Alors évidemment, vous avez pris les deux. Total des dégâts, environ 230 €. Mais vous avez économisé presque 300 €, donc en réalité, vous êtes gagnant. Pas vrai. Sauf que vous étiez entré pour une veste, une seule veste, budget d'environ 100 €. Vous êtes reparti en dépensant plus du double sur des choses que vous ne comptiez pas acheter, dont vous n'aviez aucun besoin immédiat, et que vous porterez probablement un total combiné de 4 fois avant qu'elles finissent au fond de votre placard, à côté de ce vélo d'appartement que vous avez acheté en solde en 2022. Et vous n'êtes pas seul. Loin de là. Je m'appelle Kei, et c'est un de ces sujets qui paraît simple jusqu'à ce que vous fassiez les calculs. Et là, ça devient inconfortable. Il y a un proverbe japonais que ma grand-mère répétait si souvent qu'il aurait pu être tatoué sur son front. Yasumono gai no zeni ushinai. Ça se traduit approximativement par acheter des choses bon marché mène à perdre de l'argent. Une idée pas compliquée. Mais c'est un pilier de la pensée financière japonaise depuis l'époque d'Edo, quand les marchands de Tokyo et d'Osaka ont compris que l'option la moins chère finissait presque toujours par coûter plus cher au bout du compte. C'était il y a 400 ans. Et pourtant, la majeure partie du monde moderne n'a toujours pas compris. Le proverbe ne parle pas seulement de la qualité des produits. Il parle de ce qui arrive à votre cerveau quand vous voyez une étiquette de réduction. Parce qu'au moment où un magasin colle un autocollant rouge sur quelque chose, votre processus de décision bascule. Vous arrêtez de vous demander « est-ce que j'en ai besoin ?» et vous commencez à vous demander « combien est-ce que j'économise ?» Et ce sont deux questions très différentes. L'une protège votre argent, l'autre vide votre portefeuille tout en vous donnant l'impression d'être malin. Laissez-moi vous montrer comment. Chaque grand détaillant, chaque marketplace en ligne et chaque service d'abonnement sur Terre utilise un principe psychologique appelé l'effet d'ancrage. Ça fonctionne comme ça. Votre cerveau n'évalue pas les prix de manière isolée. Il les évalue par rapport aux premiers chiffres qu'il voit. Si une veste porte une étiquette qui indique 200 € barré avec un nouveau prix de 89 €, votre cerveau traite ça comme une économie de 111 €, même si la veste n'a jamais valu 200 €, même si personne n'a jamais payé ce prix, même si le magasin a fabriqué ce chiffre spécifiquement pour que 89 vous semble être une affaire. Ce n'est pas une théorie marginale. Une recherche publiée dans le Journal of Marketing Research a confirmé que les consommateurs exposés à un prix d'ancrage plus élevé étaient significativement plus susceptibles d'acheter un produit à un prix plus haut que ceux qui n'avaient vu aucun ancrage. Le chiffre initial reconfigure la façon dont vous percevez la valeur, et les détaillants le savent. Le prix original sur une étiquette de solde n'est pas là pour vous informer, il est là pour vous ancrer. Et il y a une raison neurologique pour laquelle ça fonctionne si bien. Quand votre cerveau perçoit une réduction, il déclenche une libération de dopamine dans le noyau accumbens, la même partie du cerveau qui s'active pendant les jeux d'argent, la consommation de sucre et le défilement des réseaux sociaux. L'affaire elle-même devient le produit. Vous n'achetez pas une veste à 40% de réduction. Vous achetez le sentiment d'avoir obtenu 40% de réduction. La veste est presque secondaire. Votre cerveau a déjà reçu sa récompense avant même que vous l'ayez essayé. C'est pourquoi les personnes qui adorent les soldes décrivent l'expérience en utilisant le vocabulaire de l'addiction. J'ai ressenti une telle montée d'adrénaline. Je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait que je l'attrape avant qu'il soit trop tard. Ce ne sont pas des préférences de consommateurs. Ce sont des réponses dopaminergiques. Des chercheurs de Stanford et Carnegie Mellon ont scanné le cerveau de personnes pendant qu'elles faisaient leurs achats. Quand les sujets voyaient un produit qui leur plaisait, les centres du plaisir s'activaient. Quand ils voyaient le prix, les centres de la douleur s'activaient. Mais quand ils voyaient le prix avec une réduction, la réponse de douleur diminuait drastiquement tandis que la réponse de plaisir restait identique. La réduction n'augmente pas la valeur du produit. Elle diminue la douleur psychologique de le payer. Vous n'obtenez pas une meilleure affaire. Vous obtenez un réflexe d'objection anesthésié. Au Japon, il existe un scepticisme culturel envers ce genre de théâtre tarifaire. Mon père avait l'habitude de dire que si quelque chose est toujours en solde, ça n'a jamais valu le prix original. Ce n'est pas une stratégie financière. C'est du bon sens enveloppé de méfiance. Mais les Occidentaux ont tendance à voir un prix barré et à ressentir une poussée d'excitation, comme s'ils venaient de battre le système. Alors que le système est littéralement conçu pour leur faire ressentir exactement ça. Il existe en fait un terme pour l'opposé de cette attitude dans la culture de consommation japonaise. On appelle ça megakiku, ce qui signifie avoir un œil exercé, savoir faire la différence entre quelque chose qui vaut la peine d'être acheté et quelque chose conçu pour avoir l'air de valoir la peine d'être acheté. Les grand-mères japonaises qui gèrent des budgets familiaux serrés ne tombent pas dans les pièges tarifaires parce qu'elles ont passé des décennies à développer cet œil.
Elle touche le tissu. Elle vérifie les coutures. Elle se demande combien de saisons l'article va durer. Si la réponse est une seule, elles s'en vont quel que soit le prix. La réduction est sans importance si l'article ne respecte pas leurs standards. Les Occidentaux ont tendance à baisser leurs standards quand le prix baisse. La frugalité japonaise fonctionne dans l'autre sens. Le standard reste fixe. C'est au prix de mériter l'achat. Maintenant, voici où les données deviennent douloureuses. 72% des acheteurs en ligne ont fait un achat impulsif spécifiquement à cause d'une promotion affichée. Pas parce qu'ils avaient besoin de l'article. Pas parce qu'ils prévoyaient de l'acheter. Parce que le mot solde est apparu sur leur écran et que leur cerveau a fait le reste. 58% des consommateurs disent qu'ils ne font des achats impulsifs que sur des articles qu'en promotion, ce qui signifie que la majorité des dépenses non planifiées en Occident est conditionnée par les réductions. La promotion ne vous aide pas à économiser de l'argent. La promotion est la raison pour laquelle vous dépensez de l'argent que vous n'auriez pas dépensé autrement. Et le volume est ahurissant. Le consommateur occidental moyen dépense environ 280 € par mois en achats impulsifs. C'est à peu près 3400 € par an en dépenses non planifiées. Et au premier trimestre de 2025, 36% des consommateurs ont fait un achat impulsif de 250 € ou plus. Le montant médian dans ce groupe était de 497 € en une seule transaction, sur quelque chose qu'ils ne prévoyaient pas d'acheter. Laissez-moi vous donner une comparaison entre Sam le Malin et Brian le Flambeur ici, parce que c'est là que l'écart se voit vraiment. Brian le Flambeur voit une notification Black Friday. 50% de réduction sur l'électronique. Il ne cherchait pas une nouvelle tablette. Il en a une parfaitement fonctionnelle. Mais 50%, c'est moitié prix. Comment dire non à moitié prix? Brian dépense 600 € pour une tablette dont il n'avait pas besoin parce que le prix original était de 1200 et que le calcul semblait trop beau pour le laisser passer. Il met ça sur sa carte de crédit parce que les économies justifiaient l'achat. Sauf que l'ancienne tablette fonctionne toujours très bien et repose maintenant dans un tiroir. Et le solde de la carte cumule des intérêts pendant 5 mois parce que Brian ne fait que les paiements minimums. Son coût réel après intérêt, plus proche de 700 € pour quelque chose dont il possédait déjà une version fonctionnelle. Sam, le malin, voit la même notification, même tablette, même 50% de réduction. Sam pose une question. Est-ce que j'allais acheter ça avant de voir la pub? La réponse est non. Sam ferme la notification. La valeur nette de Sam reste exactement là où elle était. Sam passe la soirée à cuisiner et oublie complètement que la tablette existait avant jeudi. C'est toute la différence. Brian a dépensé 700 € pour avoir l'impression d'en avoir économisé 600. Sam a dépensé 0 € et est passé à autre chose. Le tableau des scores ne s'intéresse pas à la qualité de l'affaire. Il ne s'intéresse qu'à ce qui est sorti de votre compte. Et voici quelque chose de subtil qui rend la situation encore pire. Brian ne se considère pas comme quelqu'un qui dépense trop. Il se considère comme quelqu'un de malin avec l'argent. Parce que dans la culture de consommation occidentale, trouver des bonnes affaires est considéré comme une compétence. Les gens se vantent de combien ils ont économisé. Ils partagent des captures d'écran de leurs achats en solde. Ils comparent des codes promo dans des conversations de groupe. Personne dans ces groupes ne publie sa valeur nette. Personne ne partage ses rendements d'investissement. La mesure du succès, c'est combien peu ils ont payé pour la chose, pas s'ils avaient besoin de la chose en premier lieu. Et cette inversion, ce glissement de « est-ce que j'avais besoin de dépenser » vers « regarde comme j'ai peu dépensé » est l'une des erreurs mentales les plus coûteuses en finances personnelles. Maintenant, laissez-moi vous présenter les calculs que personne dans le commerce ne veut vous voir faire. 280 € par mois en achat impulsif. Si vous preniez cette même somme et l'investissiez dans un fonds indiciel rapportant 8% en moyenne par an, après 20 ans, vous aurez environ 166 000 €. Après 30 ans, ce chiffre dépasse les 420 000 €. Votre cash total investi sur 30 ans serait d'environ 101 500 €. Les 318 000 restants, c'est les intérêts composés qui font ce que les intérêts composés font quand on arrête de les interrompre avec des décisions de portant de déstockage. 420 000 €. C'est ce que les achats impulsifs coûtent sur une vie quand on prend en compte le coût d'opportunité. Pas le montant du ticket de caisse, pas le relevé de carte. La richesse que cet argent aurait généré s'il avait travaillé pour vous, au lieu de reposer dans un placard sous forme d'un truc que vous avez porté 2 fois. Et c'est ce que ma grand-mère comprenait sans avoir jamais entendu le mot « intérêt composé ». Elle comprenait que l'argent dépensé sans réflexion ne disparaît pas qu'une seule fois. Il disparaît pour toujours. Chaque achat que vous faites a un coût fantôme, un futur invisible que cet argent aurait pu construire pour vous. Elle appelait ça « jeter des graines dans la rivière ». On ne peut pas voir ce qu'on a perdu parce que ça n'a jamais poussé. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un volait 420 000 € de votre compte retraite, vous porteriez plainte. Vous seriez furieux. Mais quand la même somme s'évapore à travers 1000 petites décisions réparties sur 30 ans de soldes et portant de déstockage et d'offres à
Durée limitée, vous ne ressentez rien, parce que chaque achat individuel semblait rationnel sur le moment. 20 euros par-ci, 50 euros par-là, 140 euros sur quelque chose que vous méritiez absolument après une semaine difficile. Aucun de ces achats ne ressemble à du vol, mais le résultat est identique. Mon oncle à Osaka m'a dit un jour que les Japonais ne pensent pas aux dépenses comme une perte d'argent. Ils pensent aux dépenses comme un choix de ce qu'on construit. Chaque yen qui quitte votre portefeuille soit construit quelque chose dans votre vie, soit il s'en va simplement. Un bon repas en famille construit du lien. Un manteau d'hiver fiable construit du confort pour 5 ans. Un pull de déstockage que vous avez acheté parce que l'étiquette disait 70% de réduction ne construit rien d'autre qu'un placard, légèrement plus encombré. Maintenant, voici quelque chose d'autre que l'industrie du commerce ne veut pas que vous considériez. Au Japon, la relation avec l'achat et la dépense est fondamentalement différente de ce qu'elle est en Occident. Le taux d'épargne personnelle aux États-Unis est tombé à 2,6% en avril 2026, selon le Bureau of Economic Analysis. La moyenne de long terme depuis 1959 est d'environ 8,4%. Les Occidentaux épargnent actuellement moins d'un tiers de ce qui a été considéré comme normal pendant plus de 60 ans. Et 37% d'entre eux déclarent avoir besoin d'une carte de crédit ou d'une autre forme d'emprunt juste pour couvrir les dépenses de base du mois en cours. Pas des luxes, pas des vacances. Les factures du mois. Une partie de cela vient de l'inflation. Une partie vient de la stagnation des salaires. Mais une partie vient aussi d'une culture qui a transformé la consommation en divertissement. Le shopping est un loisir. Les événements de solde sont des fêtes au calendrier. Le Black Friday qui a généré 11,8 milliards d'euros de ventes en ligne rien qu'en 2025, en hausse de plus de 9% par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas une journée d'économie. C'est une journée de dépenses coordonnées déguisée en frugalité. Et ça ne s'arrête pas au Black Friday. Il y a le Cyber Monday, le Prime Day, les soldes d'été, les soldes d'hiver, les soldes de mi-saison, les ventes privées, les promotions flash, les pré-soldes, les post-soldes. Il n'y a littéralement jamais une semaine dans le calendrier commercial occidental où quelque chose n'est pas en promotion quelque part. La promotion n'est plus un événement. La promotion est l'état permanent. Et quand la promotion est toujours active, le prix normal devient une fiction. Vous n'obtenez pas une affaire. Vous payez le prix qu'ils ont toujours eu l'intention de vous faire payer, avec des étapes supplémentaires et un chiffre barré pour que votre cerveau se sente bien. Tout le monde y participe en pensant gagner. Et tout le monde y laisse de l'argent sans s'en rendre compte. Si vous trouvez ce contenu utile, pensez à vous abonner. Je parle d'argent, de psychologie et de la philosophie japonaise derrière les décisions financières chaque semaine. Maintenant, laissez-moi décortiquer les pièges psychologiques spécifiques que les soldes utilisent sur votre cerveau, parce qu'une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. Le premier, c'est l'ancrage, que j'ai déjà couvert. Le prix barré existe pour rendre le prix réel petit. Pensez-y comme ça. Si je vous dis qu'une machine à café coûte 300 € et qu'ensuite je dis qu'en fait aujourd'hui elle est à 149, vous avez l'impression de gagner. Si je vous avais juste dit que la machine à café coûte 149, vous l'évalueriez pour ce qu'elle vaut. Et vous pourriez partir. Le deuxième piège, c'est l'urgence. Offre à durée limitée. Aujourd'hui seulement. Promotion qui se termine à minuit. Vente flash. Ces phrases existent pour une seule raison. Vous empêcher de réfléchir. Plus vous réfléchissez à un achat, moins vous avez de chances de le faire. Les détaillants le savent. Chaque compte à rebours sur un site web est un dispositif anti-réflexion. Il est conçu pour compresser votre fenêtre de décision pour que l'émotion gagne avant que la logique ne se montre. Et à l'ère des notifications push, ce compte à rebours vous suit partout. Il vibre dans votre poche pendant le dîner. Il éclaire votre écran de verrouillage à 2 h du matin. Le troisième piège, c'est le bonus de seuil. Dépensez 75 € et obtenez la livraison gratuite. Achetez-en 3 et économisez 20%. Dépensez 200 € et recevez une carte cadeau de 50 €. Ces offres vous incitent à dépenser plus que prévu pour gagner une récompense qui ne coûte presque rien aux détaillants. Vous êtes entré pour acheter un article à 30 €. Vous repartez en dépensant 82 € parce que 75 € débloquaient la livraison gratuite et qu'il fallait trouver quelque chose pour combler l'écart. Félicitations, vous venez de payer 52 € pour 7 € de frais de port. Ma cousine à Tokyo a décrit un jour les seuils de livraison gratuite comme une façon polie de vous dire d'acheter des choses dont vous n'avez pas envie. Elle commande exactement ce dont elle a besoin et paye les frais de port, à chaque fois. Parce qu'elle a calculé que les frais de port sont toujours moins chers que l'article de remplissage. Le quatrième piège, c'est l'illusion de comparaison. Les détaillants placent souvent 3 versions d'un produit côte à côte. Une version basique à bas prix, une version premium à prix élevé et une version milieu de gamme juste légèrement en dessous de la premium. L'option du milieu existe pour donner l'impression d'être le choix intelligent. Pas trop bon marché, pas trop cher. Mais le milieu était la cible depuis le début. La version bon marché et la version chère sont des accessoires.
Elles encadrent la version milieu de gamme pour la faire paraître raisonnable, alors qu'elle coûte peut-être encore plus que ce que vous aviez besoin de dépenser. Le cinquième piège est le plus dangereux. La récompense identitaire. Le marketing moderne ne vous vend pas un produit. Il vous vend une version de vous-même. Vous n'achetez pas une veste. Vous achetez la personne qui porte cette veste. Vous n'achetez pas un gadget de cuisine. Vous achetez la personne qui organise des dîners avec des pâtes artisanales faites maison. Et quand ce produit identitaire est en solde, on dirait que l'univers vous donne la permission de devenir la meilleure version de vous-même à prix réduit. Et le sixième piège est celui qui a explosé ces dernières années. Le paiement fractionné. Des services qui découpent votre achat en 4 versements sans intérêt. En surface, ça paraît inoffensif. 50 € aujourd'hui au lieu de 200. Mais ce que ça fait vraiment, c'est supprimer la dernière barrière psychologique à l'achat impulsif. La douleur de payer était déjà réduite par la promotion. Maintenant, la douleur est découpée en 4 morceaux et dispersée sur 2 mois. Au moment du 3e versement, vous avez oublié ce qu'était l'article. Vous payez pour le souvenir d'un sentiment que vous avez eu dans un magasin il y a 6 semaines. Au Japon, le crédit à la consommation a été culturellement stigmatisé pendant des décennies. Payer en plusieurs fois pour un article non essentiel aurait été considéré comme embarrassant. Pas à cause du jugement des autres, mais par fierté personnelle. On avait l'argent ou on attendait de l'avoir. L'idée de fractionner un achat de vêtements en 4 paiements aurait déconcerté ma grand-mère. Elle aurait dit « Si tu ne peux pas le payer une fois, tu ne peux pas le payer 4 fois ». Maintenant, laissez-moi vous donner le cadre pour sortir du piège des promotions, parce que comprendre la psychologie n'est que la moitié du combat. Il vous faut un système. Le premier outil, c'est la règle des 72 heures. Si vous voyez quelque chose en solde et que vous ne prévoyez pas de l'acheter, attendez 72 heures. Ne le mettez pas dans un panier. Ne le sauvegardez pas. Ne faites pas de capture d'écran. Attendez simplement. Si vous le voulez encore après 3 jours complets et que vous pouvez le payer sans carte de crédit, envisagez-le. Les études sur les achats impulsifs montrent systématiquement que l'envie d'acheter diminue drastiquement après les premières 24 heures. Au bout de 72 heures, la plupart des gens ne se souviennent même plus de ce qu'était l'article. Cet oubli, c'est votre cerveau qui vous dit que l'achat n'a jamais été une question de produit. C'était une question de sensation. Ma mère avait sa propre version de cette règle au Japon. Elle mettait l'argent qu'elle aurait dépensé dans une enveloppe et la laissait sur le médecin. Comptoir de la cuisine pendant une semaine. Si elle voulait encore l'article après une semaine, elle allait l'acheter. Elle n'y retournait presque jamais. L'enveloppe devenait de l'épargne. Le deuxième outil, c'est la politique un qui entre, un qui sort. Pour chaque nouvel article que vous achetez, un article existant de la même catégorie doit quitter votre maison. Nouvelle chemise, une ancienne chemise part en don. Nouvelle paire de chaussures, une paire s'en va. Cela vous oblige à évaluer si le nouvel article est réellement mieux que ce que vous possédez déjà. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est juste plus neuf. Et plus neuf n'est pas une catégorie financière. Le troisième outil, c'est le calcul du coût par utilisation. Avant d'acheter quoi que ce soit, estimez combien de fois vous allez réalistement l'utiliser. Divisez le prix par ce nombre. Une veste à 200 € que vous portez 150 fois coûte environ 1,33 € par utilisation. C'est une bonne affaire. Une chemise de déstockage à 40 € que vous portez 3 fois coûte plus de 13 € par utilisation. C'est une chemise chère déguisée en bonne affaire. Le quatrième outil, c'est la purge des notifications. Désabonnez-vous de chaque liste d'emails commerciaux. Désactivez les notifications push de chaque application de shopping. Cessez de suivre les comptes de marque sur les réseaux sociaux. Cela t'extrême jusqu'à ce que vous réalisiez que chacun de ces canaux est un déclencheur conçu pour créer une impulsion d'achat qui n'aurait pas existé autrement. Mon père n'a jamais eu une seule application de shopping sur son téléphone. Il va au magasin quand il a besoin de quelque chose. Il achète cette chose. Il rentre chez lui. Quand je lui ai demandé s'il s'inquiétait de rater de bonnes affaires, il m'a regardé comme si je lui avais demandé s'il s'inquiétait de rater un bon tremblement de terre. Ces 4 outils fonctionnent mieux comme un système. La règle des 72 heures arrête l'impulsion. La règle 1 qui entre 1 qui sort force l'évaluation de la qualité. Le calcul par utilisation détruit l'illusion des bonnes affaires. Et la purge des notifications supprime les déclencheurs qui lancent tout le cycle. Laissez-moi vous donner une dernière comparaison entre Sam le malin et Brian le flambeur pour tout relier. Sur le cours d'une année, Brian le flambeur profite de chaque solde qu'il voit. Solde d'hiver, solde d'été, vente privée, Black Friday, Cyber Monday, déstockage de fin d'année. Il a un dossier dans ses emails dédié au code promo. Il suit 12 comptes de marque sur les réseaux sociaux spécifiquement pour l'accès anticipé aux ventes flash. Il se décrit comme un acheteur malin. Il dépense environ 3 400 € sur des articles qu'il a achetés spécifiquement parce qu'ils étaient en promotion. Son placard est plein, son garage a des cartons qu'il n'a pas ouverts. Sa carte de crédit a un solde permanent. Il se dit qu'il a économisé plus de 5 000 € cette année. Sam le malin achète exactement ce dont il a besoin, quand il en a besoin,
au prix du moment. Il n'attend pas les soldes, il ne fouille pas les portants de déstockage, il n'ouvre pas les emails promotionnels. Il dépense environ 2000 € en achats planifiés tout au long de l'année. Moins d'articles, meilleure qualité, tout est utilisé. Rien ne repose dans un carton. À la fin de l'année, Brian a dépensé 3400 € et économisé 5000. Sam a dépensé 2000 € et n'a rien économisé. Mais Sam a 1400 € de plus dans son compte d'investissement. Et l'année suivante, la même chose se produit. Et celle d'après aussi. Sur 20 ans, cette différence annuelle de 1400 €, investie à 8%, atteint environ 64 000 €. Sur 30 ans, elle dépasse les 158 000. Brian a une maison pleine de choses achetées en solde. Sam a un portefeuille en croissance et un placard avec des choses qu'il porte vraiment. Il y a une dernière couche à tout ça dont on parle rarement, et c'est le coût émotionnel. Chaque achat impulsif porte un micro-stress. Un minuscule éclair de doute. Est-ce que j'en avais besoin? Est-ce que je devrais le retourner? J'aurais pas dû dépenser ça. Ces éclairs s'accumulent. Ils restent en arrière-plan de votre vie financière, comme un bruit de fond permanent que vous apprenez à ignorer mais qui ne disparaît jamais complètement. Et l'ironie, c'est que la poussée de dopamine, quand on fait une bonne affaire, dure environ 15 minutes. L'anxiété sourde liée aux dépenses excessives dure des semaines, parfois des mois. Vous échangez un moment de plaisir contre un mois de tension. Et puis vous recommencez parce que la prochaine promotion promet les mêmes 15 minutes de soulagement. Ça devient un cycle. Dépenser, regretter, se sentir anxieux, voir une autre promotion, ressentir l'excitation d'une affaire potentielle, dépenser à nouveau pour poursuivre la sensation, regretter à nouveau. La promotion ne résout pas votre problème. La promotion est votre problème. Ma grand-mère avait une expression pour les gens qui couraient après les soldes. Elle les appelait les gens qui paient pour se sentir intelligents. Elle ne le disait pas avec cruauté. Elle le disait avec lassitude. Parce qu'elle avait vu toute une génération de consommateurs japonais, pendant la bulle économique de la fin des années 1980, acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin avec de l'argent qu'ils auraient dû épargner, puis passer les 2 décennies suivantes à se remettre des conséquences. La décennie perdue du Japon n'était pas qu'un événement macroéconomique. C'était une leçon culturelle sur ce qui arrive quand la dépense remplace l'épargne comme valeur nationale. Et cette leçon a remodelé la façon dont tout un pays pensait à la consommation. Yasumono Gaino Zeni Ushinai. Acheter bon marché mène à perdre de l'argent. Ma grand-mère ne parlait pas de la qualité des produits. Elle parlait de ce qui arrive à votre jugement quand le prix semble trop beau pour être refusé. Vous arrêtez de réfléchir. Vous arrêtez de vous demander si vous en avez besoin. Vous arrêtez de calculer ce que cet argent pourrait faire s'il restait sur votre compte. Et cette faille, ce minuscule instant où la réduction surpasse votre logique, répétée à travers des milliers d'achats sur des décennies, c'est la différence entre construire de la richesse et se demander où est passé tout l'argent. La promotion n'a jamais été là pour vous aider. La promotion était là pour aider le magasin. Et chaque fois que vous en refusez une, vous choisissez votre avenir plutôt que leur bilan trimestriel. Votre travail, c'est de continuer à faire ce choix. Encore et encore, à chaque fois.